Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce 6h30. Le dernier conseil des ministres de l'année 2017 s'est tenu hier mercredi à Yamoussoukro, à la fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, présidée par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Lors du conseil des ministres, le gouvernement a arrêté le prix minimum garanti du kilogramme de café pour la campagne 2017-2018. Il est fixé à 750 francs CFA. Une autre décision portant sur le processus de mise en place de la télévision numérique terrestre a été également adoptée. Les points forts de ce Conseil des ministres avec Awa Touré et Mahama Traoré. Ces points forts donc vous seront proposés dans nos prochains journaux. Pendant 19 ans, les populations de Bétié ont eu recours au bac pour traverser le fleuve Comoé qui borde la ville et accéder aux autres localités du pays. Un vrai parcours du combattant qui prend fin aujourd'hui avec la construction d'un pont. Son inauguration est prévue pour le 22 décembre prochain et cette inauguration marquera la fin des activités du bac. 19 ans de bons et loyaux services racontés par les populations de Bétié et dans ce reportage signé Jean-Louis Gbangbo. Sur les rives du fleuve Comoé à Bétié, le bac fait sa dernière toilette. Ce petit bateau permet aux habitants de cette localité, située à 218 km d'Abidjan, de relier les deux rives du fleuve, mais également d'accéder aux autres villes du pays. Simplice a servi sur ce bac pendant 9 ans. Avec ses collègues, il prépare la dernière traversée qui sera symboliquement effectuée sur le bac à l'occasion de l'inauguration du nouveau pont de Bétié. Des derniers moments qui l'amène à se remémorer quelques bons souvenirs vécus sur ce bac. Moi, comme ça, il peut dire 1h du matin, 2h du matin, on me réveille. Les malades, femmes doivent accoucher, les enfants qui naissent sur le bac. Je peux effectivement mon dernier voyage sur l'eau. Et dans l'après-midi, soit à midi, c'est terminé. Je dis au revoir à Bétié. Face à cette séparation imminente, Simplice, lui, préfère cultiver l'humour. Demain matin, on sera ici encore pour attendre. Jusqu'au 22, on va attendre le président. Il va nous dire que je suis plus en partie. C'est dit comme ça. Là, au moins, c'est qu'il va donner le transport pour quitter Bétié. Le pont de Bétié ne signe pas que la fin des activités du bac dans cette localité. La traversée du fleuve Papinas disparaît également. Cette activité lucrative était détenue par les jeunes de la ville. Dans le bac en panne, on se retrouvait souvent avec 30 000 francs par jour, 35 000 francs par jour. Bon, quand le bac n'est pas en panne, souvent on gagne 15 000, 20 000, bon, ça dépend. Actuellement, c'est un peu plus parce que, si on veut voir, on a perdu notre emploi. Aujourd'hui, bon, on n'a pas d'activité, on est en train de penser comment on va faire. Bon, pour le moment, on est en train de prier Dieu. Aujourd'hui, on pense à leur reclassement. Avec l'arrivée du pont, il y aura d'autres activités qui seront créées et nous ferons tout pour pouvoir insérer ces jeunes-là dans d'autres secteurs d'activité. Les populations de Bétié, elles n'ont pas attendu l'inauguration du pont pour commencer à profiter de l'ouvrage. Du bac, ils gardent des souvenirs plutôt contrastés. Souvent, quand tu viens au champ, tu peux quitter là-bas, tu courais, tu vas venir. Et puis les gens des bacs, ils vont t'attendre. Tu vas courir jusqu'à quand tu vas venir monter. Et puis c'est gratuit, on ne paye pas. Mais si ce n'était pas le bac là, tu allais faire comment? Tu allais marcher, venir s'asseoir à ta pinasse. Avant, quand il y avait le bac, si on veut partir au champ ou bien on veut voyager par là bien, j'arrive au bord, je vais passer au moins 83 heures de temps au bord avant de traverser. Les chauffeurs de bac, ils prennent leur temps. Aujourd'hui, cette période est bien derrière. Tout le monde à Bétié salue l'avènement du pont, un ouvrage réalisé sous la supervision d'Atta Kra. En termes de qualité, vraiment, nous n'avons pas de doute. Nous n'avons pas de doute. C'est un ouvrage qui est construit pour peut-être nous-mêmes, je ne sais pas, peut-être 100 ans minimum. Hein. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, la population sera servie. Plusieurs générations vont passer sur ce pont-là. Donc ça, en termes de garantie, je peux vous dire qu'il n'y a pas de problème. Le bac, lui, connaîtra une nouvelle destination. Ce fleuve-là traverse beaucoup de régions. Et là, je vous dis, Bétié vient de bénéficier d'un pont, mais il y a aussi des régions qui aujourd'hui n'ont pas d'ouvrage, qui vivent les mêmes difficultés que Bétié en son temps. Donc nous allons donc redéployer ce bac-là dans ces zones-là pour permettre à ces populations de pouvoir se déplacer en attendant qu'ils puissent avoir un pont. Construit en 18 mois dans le cadre du contrat de désendettement et de développement, CDD, le pont de Bétié, long de 189 mètres, a coûté 8,5 milliards de francs CFA. Après le bitumage des principales artères de la ville,
Le pont vient ajouter une nouvelle couche au désenclavement de cette région du pays qui demeure l'une des plus grosses productrices de matières premières agricoles. Reportage signé Jean-Louis Gbangbo. Depuis lundi, les élèves de plusieurs établissements publics et privés de Côte d'Ivoire ont décidé de précipiter le congé de Noël par la perturbation des cours, par des jets de pierre, de projectiles et autres armes blanches. Quelles sont leurs raisons? Que fait le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle pour venir à bout de ce phénomène récurrent qui perturbe l'école ivoirienne? Élément de réponse avec Sephora Zegui, Patricia Omouetia et Michel Digré. Scène d'échauffourée dans des lycées et collèges publics à Mans, Korogo, Daloa, Tiebissou, Toumodi et Abidjan. Alors que la date officielle est fixée au 22 décembre, des élèves ont décidé de partir plutôt en congé de Noël. Pour nous les élèves, les congés donnés sont trop courts. Nous avons besoin de plus de temps. Par exemple, nous qui sommes en classe d'examen, pouvoir réviser, pouvoir entamer les cours après les fêtes. Depuis la semaine dernière, quand on vient, il y a des élèves d'autres écoles qui viennent nous fatiguer. On agresse, on casse les pétards à toi et à travers. Donc, ça ne permet pas de faire les cours. À chaque fois que tu payes de transport, tu viens, il n'y a pas de cours. Usant de pierre pour déloger leurs camarades collégiens et lycéens, seulement, ces violences peuvent avoir des conséquences insoupçonnées. Aruna, élève en classe de 3e au collège moderne d'Adjamé, en a fait les frais. Il allait boire l'eau. En descendant des escaliers, ça a fait la coïncidence que les autres élèves rentraient. Les élèves d'une autre école sont rentrés en même temps, ils ont pris un caillou, ils ont tapé sur la tête de l'enfant. L'enfant a perdu connaissance. Pour retrouver toutes ses facultés, Aruna devra subir une opération à la tête. On doit opérer l'enfant parce qu'il y a le sang qui s'est accumulé dans la tête. Il y a l'os qui est descendu. Donc forcément, on doit faire l'opération. L'enfant essaye un peu de bouger ses bras, ça va un peu. Et puis, il parle, mais il parle difficilement. Les responsables d'établissements désemparés ne savent plus à quel sein se vouer. L'année scolaire, une fois, 2 heures, 3 heures passées, ce n'est plus une année complète. Donc le respect du canton ouvrier, c'est dans leur intérêt que le découpage a été fait, qu'ils comprennent que leur place, c'est à l'école. Au ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, ministère de tutelle, on tape du poing sur la table et on annonce des mesures disciplinaires. Les sanctions seront prises. Mais c'est la raison pour laquelle Madame le ministre a voulu prendre l'opinion nationale et internationale à témoin. Ce n'est plus un problème scolaire, ça devient un problème, n'est-ce pas, des délits de droit commun. Ces personnes-là répondront de leurs actes devant les juridictions compétentes. En attendant qu'une solution définitive soit trouvée à ce problème récurrent, l'école a repris ou continue peut-être jusqu'au 22 décembre dans la plupart des lycées et collèges publics du pays. Lundi, à l'occasion de la Journée internationale des migrants célébrée le 18 décembre de chaque année, l'AFD, l'Agence française de développement, a organisé une conférence internationale sur les interactions des politiques publiques et la migration. La Côte d'Ivoire, à travers le ministère de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, était l'invité spécial à cette conférence internationale. Isiaka Konaté, le directeur général des Ivoiriens de l'extérieur, y était pour partager la vision ivoirienne, la position ivoirienne sur la question de la migration. Les migrations existent depuis toujours à cause des changements climatiques, de l'évolution démographique, de l'instabilité et de la volonté de mener une vie meilleure. La réponse passe donc par l'instauration d'une coopération internationale qui aidera à encadrer les migrations. L'AFD, l'Agence française de développement, joue sa partition. Elle organise ici en France, ce 18 décembre, Journée internationale des migrants, une conférence sur les interactions des politiques publiques et la migration. On voulait savoir pourquoi, finalement, ou plutôt quel était le rôle des politiques publiques dans la décision de migrer et puis dans l'impact de la migration sur le développement et fournir des outils aux décideurs politiques dans les pays en développement pour mieux profiter de l'apport des migrations sur leur développement. Qui mieux que la Côte d'Ivoire pour partager son expérience en matière de politique sur les questions de migration? L'invité spécial de ce rendez-vous d'envergure est le ministère de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur. Il était important qu'on vienne partager la position ivoirienne sur tout ce qui se fait en Côte d'Ivoire relativement à la question de la migration, mais aussi bénéficier des expériences des autres pays et voir comment ce genre d'études peuvent nous aider à mieux mettre en adéquation les politiques publiques et la migration dans notre pays.
pays en Côte d'Ivoire. Bien que la Côte d'Ivoire ait commencé relativement tard le traitement des questions de la migration, elle a fait beaucoup de bons qualitatifs, notamment dans sa participation à des conférences de cette envergure, ce qui nous permet à chaque fois d'adapter le dispositif national, de voir ce qui ne marche pas et comment mieux l'adapter pour mieux avoir un dispositif qui réponde à la question de la diaspora ivoirienne. D'où sa grande joie d'avoir pu répondre à cette invitation de l'AFD et une occasion pour bénéficier d'appui technique pour la mise en place du dispositif. Et qu'en est-il de la gestion des réfugiés vivant ici en Côte d'Ivoire? Des réfugiés qui bénéficient de dispositions prises par les autorités pour leur protection. Mais depuis quelque temps, les cartes de réfugiés ne sont pas acceptées dans certains établissements privés, ce qui pose problème. Pour y faire face, le Sahara, le HCR et l'Office national de l'identification ont au cours d'une cérémonie lancé une campagne de sensibilisation pour la promotion de la carte d'identité des réfugiés. C'était mardi dans les locaux du ministère des Affaires étrangères en présence de nos reporters Olivier Iriebi et Herman Guivet. Cette rencontre de sensibilisation a porté sur la validité de la carte d'identité des réfugiés dans les structures financières, publiques et privées. Le ministère des Affaires étrangères a rassuré les établissements financiers sur la crédibilité de la carte d'identité conçue par l'Office national d'identification sous son initiative. Il y a encore des zones de résistance au niveau des institutions financières, des institutions bancaires pour la fiabilité de ces cartes de réfugiés. Il était important que nous puissions réunir ces institutions financières pour les assurer que les cartes qui ont été délivrées aux réfugiés sont des cartes sécurisées, sont des cartes fiables et qui répondent à un certain nombre de sécurités. Pour le représentant du HCR en Côte d'Ivoire, cette disposition de l'État ivoirien est la preuve de son engagement à offrir aux réfugiés des conditions citoyennes. Lorsque on parcourt, on lit les dispositions de la Constitution ivoirienne, l'article 23, il dit ceci, que toute personne qui craint des persécutions pour des raisons politiques, des opinions politiques, peut bénéficier de l'asile en Côte d'Ivoire. Donc c'est par rapport à ça que nous avons en Côte d'Ivoire, n'est-ce pas, des réfugiés de différentes nationalités, une vingtaine de nationalités. En application du droit international, la Côte d'Ivoire a pris des dispositions pour permettre aux réfugiés de circuler librement. Selon le Sahara, 1566 réfugiés, dont 755 femmes et 811 hommes, vivent sur le sol ivoirien. Un mot d'actualité internationale pour refermer ce journal. Le campus de l'université de Bamako a été le théâtre de scènes de violence mardi dans l'après-midi. Des affrontements ont entraîné la mort d'un étudiant et 2 autres ont été blessés. Les étudiants se sont donc affrontés à l'aide de machettes et de pistolets automatiques. L'enjeu de ces affrontements, c'est le renouvellement du bureau de l'association des élèves et étudiants du Mali qui brasse énormément d'argent. Elle gère par exemple les parkings sur lesquels se garent les étudiants, ce qui représente plusieurs dizaines de millions de francs CFA par mois. En Ouganda, les députés ont adopté la suppression de la limite d'âge des candidats à la présidence par 315 voix contre 62. C'est une réforme qui a fait politique ces derniers mois, car jusque-là, le président Yoweri Museveni, au pouvoir depuis 1986, n'était pas autorisé à se représenter en 2021. En adoptant cet amendement de la Constitution, les députés modifient ainsi les textes de loi en faveur du président. Fin de ce journal.